Avec Marie Andérès, qui a des choses, qui est diététicienne, ingénieure agronome, qui a plusieurs outils à son arc, plusieurs cordes à son arc, parce qu'elle est aussi spécialisée en mindfulness. Elle a fait des recherches récemment et elle nous a demandé de pouvoir intervenir aujourd'hui parce que justement ce qu'elle a découvert est très passionnant. Donc je vous laisse découvrir avec Marie Andérès, que je remercie chaleureusement. Merci Maria. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous parler des perturbateurs endocriniens dans nos verres de jus d'orange. C'est un sujet que j'ai découvert il y a une année et qui a changé un peu ma manière de consommer réellement dans ma vie de tous les jours. Et donc c'est là où je me suis... En fait j'en ai parlé à Ève et de cela, et c'est ainsi qu'on a parlé à Siam derrière en se disant mais il faut partager ça avec le collège médical de nutrition comportementale parce que c'est un sujet fondamental et qu'on n'y pense pas en réalité. Voilà, donc nous allons parler des jus d'orange aujourd'hui. Donc d'abord les jus de fruits, c'est une clause de législation. Un produit fermentable non fermenté à partir de morceaux de fruits qui peuvent être congelés éventuellement, ou frais bien sûr, mélangés ou pas mélangés. On peut rajouter la pulpe. Le petit basique. Ce qu'on sait aussi, il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de sucre à rajouter à l'intérieur. Et ces jus ne sont pas obtenus à partir de concentrés. Okay. Ils peuvent être conservés en GMS ou en ambiant, c'est-à-dire dans le rayon où ce n'est pas réfrigéré. Réfrigéré, c'est comme ça qu'on parle de ces rayons-là, ou en réfrigéré. Ou alors, il y a les jus d'orange qu'on se fait à la maison. Alors, le jus d'orange, on le sait, c'est riche en vitamines, mais pas tant que ça, puisque le kiwi et le poivron les plus. Par contre, c'est aussi riche en sucre que les sodas. Donc, c'est un bon produit, mais pas un produit exceptionnel, et dans tous les cas, ce n'est pas un fruit. Puisqu'au niveau de la satiété, on sait que ça ne va pas apporter la même satiété qu'un fruit. Le mieux pour le conserver, c'est en bouteille de verre colorée et au frais. La question qui se pose, c'est la vitamine C, où est-ce qu'on en trouve le plus? Est-ce que c'est dans les jus d'orange réfrigérés, ambiants, ceux qu'on fait à la maison? Et quels sont les meilleurs? Donc ce qu'on sait, c'est que les meilleurs au niveau du goût, évidemment, c'est le jus d'orange frais. Jusqu'à là, c'est logique. Et qu'au niveau de la vitamine C, c'est à peu près la même chose. Quand on regarde, c'est une étude qui a été faite par 50 millions de consommateurs, qui essaie de voir quels sont les jus et leur teneur en vitamine C. Bien sûr, ils utilisent deux types d'oranges qui vont presser. Évidemment, les jus pressés ont une meilleure teneur en vitamine C, plus que les jus en ambiant ou en réfrigéré. On constate une certaine stabilité aussi de cette teneur de vitamine C dans le temps. Et ça, c'est une chose à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Donc, si c'est bien conservé, ça tient. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, on va consommer du jus frais. Logique. Quel jus? Donc là, on a les trois possibilités. Le jus de maman à la maison comme maman à laiton. Et le jus en GMS, celui qu'on connaît depuis si longtemps que ça. Et les nouveaux jus d'orange, je pense que vous les avez tous vus dans les supermarchés, dans les bars. C'est les jus à l'automate. Un supermarché, quelque chose qui est en grande croissance. On en met partout. Facile à mettre en place. Les gens adorent parce qu'ils sont persuadés que ce jus-là, ils savent d'où ça vient. C'est frais et c'est bon pour la santé. Et là, la question qui tue, est-ce que c'est vrai? Donc, quand le diable se cache dans les détails. Parce qu'effectivement, ces jus, ils sont meilleurs que les autres si on regarde la vitamine C et si on regarde la qualité organoleptique. Jusqu'à là, à moins que les oranges soient vraiment mauvaises, ce qui est possible parce qu'elles sont vieilles, c'est évident que le jus frais est meilleur que le jus du supermarché. Clair. Sauf que, il y a un petit paramètre qu'on a oublié de regarder, c'est les pesticides. Et là, ça change tout. Et ça change vraiment tout. Donc, allez, une petite histoire des pesticides, parce que si je ne le fais pas, on ne va pas pouvoir se parler derrière, puisqu'il faut regarder la législation. C'est pas drôle là, mais c'est obligatoire. Donc, deux choses. Là, c'est la partie résidus. Comment on travaille en agroalimentaire en industrie? On regarde la limite maximale de résidus. C'est quoi? C'est la limite de résidus qui peut se trouver sur un produit
qui soit accepté au niveau de la communauté européenne. On travaille en milligrammes par kilo de produit entier. Ça veut dire qu'il peut y en avoir beaucoup plus sur la peau de l'orange, puisque ce qu'on va regarder, c'est comme si on broyait l'orange entièrement et on regarde la teneur sur le produit brut entier. C'est OK? Bien. Donc ça, ce sont des réglementations. Elles sont fixées à certaines doses. C'est des doses qui sont fixées par produit. Et en gros, c'est le pesticide et l'orange ou le produit alimentaire. Donc c'est des couples de produits. Donc ça veut dire que ça, pour un pesticide comme le thiabendazole, on va avoir une valeur différente pour l'orange que pour la pomme de terre, que pour la pomme. OK? Bien. Tout ça se trouve en libre service, en gros, en public, pour tout le monde sur le site que je viens de marquer. Ça met du temps pour y arriver sur le site en question, mais une fois qu'on l'a, on a tout. Le seul truc, c'est qu'il faut arriver à le trouver. Mais il existe. Bien. Ensuite, évidemment qu'il faut pouvoir quantifier ces pesticides. Donc nous avons une limite de quantification. En gros, ça s'appelle un seuil, à partir duquel on peut dire on a tant de pesticides, et quand on est en dessous, on peut dire on a des traces. Bien? Donc ça, c'est les résidus. Next. On a ici la législation au niveau de l'ingestion, puisque ce qui nous intéresse en tant que professionnel de santé, c'est qu'est-ce qui se passe si on les mange, et on les mange. Donc pour ça, on a fait des études sur les animaux et on fixe ce qui s'appelle la dose scientifique, sans effet. On prend des rats, on prend généralement des souris et des rats, parfois des chiens. On leur fait manger ça et on essaie de regarder comment ils réagissent. Est-ce qu'on va avoir des perturbations au niveau du foie, de la thyroïde, au niveau de la reproduction? Est-ce qu'ils vont perdre du poids ou en prendre? Ainsi de suite. Le problème, c'est qu'on travaille sur les animaux, sur des toutes petites cohortes. Ça va être 10 animaux x 2 ou 50 mâles, 50 femelles. Donc, du point de vue statistique, ça veut strictement rien dire. Et en plus, le danger, c'est qu'avec tous les mouvements actuellement de protection des animaux, je ne vous dis pas comment ils vont réagir le jour où ils vont vraiment lire ces études. Avec tout le passage de on va les tuer à tel moment, pas à tel moment, mortalité, pas mortalité, on va prélever ceci et cela, on va essayer de voir s'ils se comportent ou pas bien dans une piscine de maïs, des choses comme ça. Bref, on fait ça. À partir de ça, on dit à partir de telle dose, il n'y a pas d'effet sur les animaux, on divise la dose par 100 et on va obtenir quelque chose qui s'appelle la dose journalière admissible chez l'être humain. Je passe sur le fait que nous ne sommes pas des rats et que peut-être que ce n'est pas pareil. Mais bon, et donc on va obtenir cette dose qui va s'exprimer en milligrammes par kilo de poids corporel et par jour. Une chose importante à comprendre, c'est que cette dose n'est pas une dose qui est dans un cocktail. On l'a fait pesticide par pesticide. Ce qui signifie qu'on ne tient pas compte de la synergie entre les produits. Et l'effet cocktail est un vrai problème actuellement. Donc voilà un petit peu comment tient la législation actuelle. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on obtient au niveau de la législation et des produits qu'on mange tous les jours? Parce que l'Europe, elle va tester en fait ces produits. Il y aura des échantillons. Et pour chaque denrée, pas chaque année, donc par exemple, on fait les oranges en 2016, les jus d'orange en 2015 et ainsi de suite, on va avoir des cohortes qui vont être testées pour voir combien on en a. Donc là, ce qu'on obtient, c'est qu'on voit que quand même, c'est pas si mauvais. 50% n'ont pas de résidus quantifiables. 46% en ont moins que la limite maximale de résidus et 3,9% plus que la limite maximale de résidus. Ça ne dit pas de tout. Hein. On voit après que pour les oranges, par exemple, 22% seulement n'ont pas de résidus, alors que 75% en ont moins que la limite autorisée. Ah, et en même temps, les jus, bizarrement, ils n'ont pas de résidus à 85%. Donc ça veut dire que nous avons quand même un problème. Pourquoi nous avons des oranges contaminées à ce point-là et des jus qui ne le sont pas? Ça veut dire qu'il se passe quelque chose qu'on ne comprend pas. Hey, il se passe une chose simple. Quand on utilise des pesticides, on les utilise pendant la culture de la plante et après, pendant le stockage. Pourquoi? Nous sommes en circuit long. Ça signifie que les oranges que je vais produire en Floride, il faut qu'elles arrivent à Toulouse et en plus qu'elles aient le bon goût de rester 1 semaine, 3 semaines, 4 semaines sur ma table sans pourrir. Une orange normale ne fait pas ça. Voilà. Elle n'aime pas, elle pourrit. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça ne lui arrive pas, cette orange? Ah, mais pardon, je suis en arrière. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive pas à l'orange? Ben, on va la traiter.
Et donc, on va la traiter après la récolte, avec des fongicides qui vont bloquer tout développement de champignons à l'extérieur de l'orange. Et ces fongicides ne sont pas nécessaires pour la culture, elles sont juste pour le stockage. Ça veut dire qu'en tant que société, nous faisons un choix de manger des produits que nous stockons pendant longtemps, pour notre commodité, quelque part, et nous faisons le choix de manger les pesticides qui vont avec. Parce que les oranges, je veux bien qu'elles viennent de loin, mais la même chose, vous allez la trouver sur les pommes de terre, les carottes. Donc tous ces beaux produits de supermarché qui ne pourrissent jamais. Bizarrement, vous les mettez sur une table, ils vont se momifier, sécher comme ça. C'est pas normal. Si on réfléchit à ce que faisaient nos grands-parents, c'était pas comme ça. Voilà la cause. Donc les jus se font sur place, donc avant la seconde partie de contamination, et après, nous on va faire fabriquer des jus maison avec des oranges traitées, donc des oranges qui ne sont pas faites pour ça. Simplement. Voilà pourquoi on obtient une différence. Et cette différence entre les jus qui ne sont pas contaminés, du moins pour certains pesticides, et les oranges qui vont être contaminées, c'est parce qu'on travaille sur le stockage, pas sur la culture. Donc on a deux problèmes, pas un, mais deux. Donc je ne peux pas m'occuper des deux, donc je vais m'occuper seulement du second, le stockage. Voilà, donc orange 4 fois plus contaminé que les jus, parce qu'orange transporté égale orange traitée. Après récolte, avec divers pesticides, dont le thiabendazole et l'imazali. Et oui, ce qui arrive en Europe en tant qu'orange de table n'est pas fait pour être pressé, et surtout pas dans n'importe quelle condition. Donc, est-ce que c'est toxique tout ça? Mais là, on revient un peu sur les études médicales et études animaux. Donc, voilà un peu ce qui se passe après récolte. Il y a tout ça, je ne peux pas faire tout ça, je vais faire les deux premiers. Imazali et thiabendazole. Voilà, donc là on voit sur quoi il s'agit en première intention. On va les détailler ces deux pesticides. Donc, thiabendazole, c'est un fongicide qui va agir sur la mitose. Donc, pour empêcher ces champignons de se séparer, de se multiplier. Mais c'est aussi un médicament, c'est un antiparasitaire vétérinaire. Et ça a été comme base aussi pour certains médicaments aussi humains qu'on peut utiliser, je ne sais pas si vous les connaissez ou pas. Mais voilà, c'est pas exactement le même, qu'on soit d'accord. Ce sont des versions moins toxiques que le thiabendazole. Mais tout de même proches en tant que composition et comme mode d'action. Sauf que les médicaments sont un petit peu régulés. C'est bien. L'agroalimentaire, beaucoup moins. Donc, on revient à nos choses. On a une limite de résidus qui est à 7 mg par kilo. Ce qui m'a étonné parce que l'étude sur laquelle j'ai bossé initialement, qui avait une année de décalage, était à 5. Et j'ai découvert une chose simple. La limite réglementaire, c'est nous qui la fixons. Donc, si on veut que les produits soient toujours dans les bonnes limites et qu'il y ait 80% qui ne soient pas hors limite réglementaire, il suffit de monter un peu la limite. C'est plus simple. Dans tous les cas, plus simple que de baisser la contamination des produits. C'est ce qu'ils ont fait à la communauté européenne. Facile. Voilà. Donc ça quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas très bon. Après, on a en bas la DIJA, la dose journalière acceptée. Et on me dit, oh, pas grave, l'exposition des adultes est de l'ordre de 1,2% de la dose journalière acceptée et celle des enfants de 1,9%. Ok, donc c'est pas très grave. Ça dans des conditions moyennes de consommation pour les populations globales, etc. Sauf que j'y touche quand même à la limite. Donc là, vous avez ce qu'on trouve à la communauté européenne. Je vous ai fait 2 captures d'écran que j'ai collées pour montrer la chose suivante. Vous voyez, ce qui est le pire, en fait, ce sont les agrumes. Il y a autre chose que je ne vois pas, la banane, parce que c'est considéré qu'on ne mange pas la peau, donc ils peuvent y aller, il n'y a pas de souci. La banane, l'avocat et la mangue. La mangue. Mais il y a aussi les pommes et les poires, là, on les voit, à un niveau très élevé, beaucoup plus élevé que ce qu'on peut obtenir sur des hélices des abricots. Or, les pommes et les poires, on mange la peau parfois. Et on est sur des doses, quand même, on va comparer un 4 avec un 0,1, donc c'est quand même pas forcément une bonne chose. Donc ça veut dire que ce qui compte, c'est en fait combien de temps il faut qu'on garde ce produit-là dans les circuits longs pour qu'on puisse le vendre de septembre à juin.
sans que ce produit la pourrisse et qu'il puisse rester sur la table de la maison aussi longtemps que nécessaire. Ça nous évite de faire les courses. C'est un choix. Ensuite, thiabendazole. Qu'est-ce qu'on trouve si on fait un petit tour de littérature comme ça rapide? Ils disent qu'il n'est pas exclu en tant que cancérigène. Par contre, c'est un perturbateur endocrinien potentiel. Il va toucher la thyroïde et le foie. Il va induire des troubles de la reproduction. Voilà, et c'est pas le pire en fait des deux. Donc, le deuxième, celui qui est en fait plus controversé que le thiabendazole, c'est un fongicide qui s'appelle imazaline. En fait, lui, il va intervenir dans le stérol. Pourquoi? Parce que ainsi, on va empêcher les moisissures de se multiplier en touchant à la paroi. On a la dose qu'il faut là de limite obligatoire, enfin maximale, la DGA aussi. Et on voit déjà que l'exposition des enfants et des adultes est quand même un peu plus grande que tout à l'heure. On n'est pas à 1,2 et 1,9, mais à 6% et 10% déjà. Donc c'est un peu plus costaud. Et surtout, c'est plus costaud pour d'autres raisons. Là, vous avez de nouveau la liste européenne, où on voit bien sûr que ce sont les mêmes produits qui sont chaque fois plus traités que d'autres. Donc en gros, s'il faudrait éviter des produits, ce serait bien la liste qui est là. Ceux-là, on les passe au bio ou je sais pas quoi. On les mange pas. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? En fait, cette jolie chose va toucher sur le cytochrome 450 et donc de fait va intervenir avec tout ce qui est détoxification hépatique, que ce soit des xénobiotiques ou des diverses hormones. C'est pas bon. Et on a fait plein d'études. Et dans les études, on obtient quoi? On obtient que si on fait des études, ce qu'on appelle long terme, c'est 20 mois sur, ça 24 mois sur 50 rats femelles, 50 rats mâles, c'est-à-dire très peu, hein, et 24 mois ça reste très court. Et on va obtenir diminution du poids corporel, modification du comportement alimentaire, modification hépatique, carcinome, modification thyroïdienne, sympa. Et après, on va dire à partir de quand on a ces modifications, puisqu'on travaille par dose comme ça. Ce qui est en dessous, c'est que ça va bien. Et on utilise une dose assez élevée pour la première. Mais quand même, on ne fait pas toutes les doses, on ne fait pas des petits pas. On fait des pas assez larges aussi. Donc on dit, ah mais en dessous de ça, tout va bien. Mais on ne prend pas l'intervalle qui est là pour le réétaler, on va dire, pour refaire des mini-pas. Donc on ne sait pas ce qu'il y a en dessous en fait. Et qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait aussi qu'au niveau de tout ce qui est reproductivité, on a, de la reproduction, on a un problème. On savait déjà qu'il y avait des problèmes avec les rats, moins d'implantation, résorption, plus de mornay. Mais récemment, il y a une étude qui est sortie, de 2019, où ils travaillent sur F0, F1, F2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont regarder comment ça se comporte si je donne à la mère pour l'enfant. Donc la toxicité va être transférée à la génération suivante. Ce qui veut dire qu'ils vont donner à des mères ces produits-là, sous forme liquide, hein, et ils vont obtenir quoi? Ils vont obtenir des atteintes à la génération qui suit. En F1, on va avoir des perturbations au niveau des testicules, au niveau de la spermatogenèse, puisqu'on va modifier l'aromatase, à la génération qui suit. Donc ça ne s'arrête pas tout de suite. Voilà, voilà. Donc ça c'est... Alors une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure sur le thiabendazole. Le thiabendazole est utilisé en solution aqueuse. C'est important. Ça veut dire que sur nos oranges, on pourrait l'enlever si on les lave bien si on les lave bien. Par contre, l'imazaline est une cire. Donc, à moins de laver nos oranges avec des produits vaisselle, je ne vois pas comment on l'enlève. Hein. Donc, n'espérez pas laver ces choses-là pour obtenir un quelconque résultat. Ça ne marche pas. Et alors, donc, ça je l'ai trouvé ce matin parce que je me dis, jette un œil encore sur la FAO, tu verras s'ils n'ont pas inventé un truc. Et ce matin, il vient de sortir, j'ai trouvé ce petit papier là, avril 2019, où il me disait quoi, en anglais en bas, que l'imazaline, il faudrait mieux l'enlever de la santé humaine et animale. Ouais, la question c'est combien de temps on va mettre pour l'enlever. Et ça, c'est la FAO. Donc, en général, c'est ce qu'on appelle une instance décisionnaire qui devrait donner des directives au pays. Sachant qu'après, les pays appliquent ou pas et que certaines zones ne prennent pas tous les pesticides que l'Europe, chaque pays fait ses choix. Le thiabendazole est interdit en Russie mais autorisé en Europe, certains Canada fonctionnent autrement, donc chaque zone fonctionne à sa sauce. Et la FAO donne des conseils. Bien. Autre chose, au niveau des cocktails, il y a une belle étude qui est sortie aussi récemment en France, c'est une étude française, c'est là. Ils ont regardé les xénobiotiques et les cocktails de pesticides.
Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que si on mélange de imazalil avec du bisphénol A, on va augmenter la nocivité du bisphénol A par 10. C'est pas pareil. Et que si on le mélange, et que si ce imazalil qui a un effet antitestostérone sera beaucoup plus violent quand il est dans un cocktail, quand il est tout seul. Donc en fait, nos études de dose journalière admissible ne valent pas grand-chose. C'est ça que ça signifie. Donc voilà l'étude faite par les Français récente, où on se commence à regarder en fait les cocktails. Bon, tout ça c'était pourquoi? C'était pour qu'on jette un œil sur les pesticides, parce que là il va falloir que je parle en pratique, là, dans la vie de tous les jours. Mais il fallait regarder un peu comment ils se comportent. Est-ce que c'est nocif? Parce que si c'est pas nocif, pourquoi on en parlerait? C'est ok pour l'instant? Oui. Je suis trop vite? Ça va? Non, ça va. Bon, alors, donc, ceci est notre petit bocal qui est à l'entrée du Radisson. Juste là, vous voyez? Là, dedans, il y a des oranges et des citrons. Puis il y avait le même ce matin au petit-déj. Vous vous souvenez là? Alors, comme je suis mauvaise langue, je suis allée demander à la demoiselle si c'était des oranges bio ou non. Elle m'a dit, mais non, voyons. Donc, il y avait des produits bio par contre, il y avait du yaourt, il y avait des tout ce qui est confiture. D'ailleurs, attention aux confitures d'orange, qui ne sont pas bio, à la peau d'orange là, c'est pas triste. Donc voilà, donc ces petits produits qu'on trouve partout et qu'on a tendance à prendre parce que ça a l'air très sain par rapport au coca, c'est juste un petit cocktail de peau de divers agrumes qu'on laisse infuser pour être sûr que ça transfère bien. Ok, donc comment je suis arrivée à ça? Un matin de début d'année, il y a un gars qui m'appelle, bonjour, je suis de chez Capital. Donc, j'ai Capital quoi? Capital M6. Capital M6, ok. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Donc il me dit, on cherche quelqu'un qui a l'interface entre l'agronomie et l'agriculture et le médical, enfin la diététique, pour regarder les jus d'orange, on vous file un papier, une étude, vous regardez, vous revenez vers nous et on va faire une émission. On va faire une émission là-dedans. Ok. Donc il m'envoie par internet des infos, une étude, et il me demande qu'est-ce que j'en pense. Je prends un temps quand même assez important pour répondre à ce truc-là. Je me suis dit, bon, il faut faire les choses bien. Et oui, normal. Et je me penche sur ce qu'il m'envoie. Il m'envoie en fait 2 concurrents de jus d'orange aux tomates, dont un dit de mal de l'autre. C'est-à-dire, moi, je suis moins contaminé que le copain. Et on me dit de regarder l'étude qui dit celui qui sont moins contaminés. Est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce que c'est vraiment la peine d'en parler? Je fais un énorme tour sur tout ce qui est législation et compagnie, j'étudie les trucs, je refais mes calculs et je réponds au gars quelques temps plus tard. Donc il me donne 3 systèmes. On me dit de comparer avec le système C, qui est un système habituel maison, et 2 systèmes d'automates. Ça c'est le système B, et le A c'est la différence, je vous montrerai. Bon, je fais tout ça, et il se passe un truc très intéressant. Quand je vois mon dossier, on me répond, vous savez c'est trop technique, nous ne sommes pas zone interdite, nous sommes capitale. Nous pensons que finalement il vaut mieux ne pas en parler de tout ça. Et nous allons finalement demander à une diète du coin de Paris de dire qu'il y a trop de sucre dans les jus d'orange. Qui se coule. Donc tout ça après le boulot et le reste. J'ai pas appris ça super bien. Et le gars m'a expliqué que c'était pas lui qui est décideur de l'affaire, que lui il est le journaliste et qui est en dessous qui fait le boulot et qui fait ça au chef. Fin de l'histoire. Du moins avec eux. Bon, le travail était fait, c'est que là où j'en ai parlé à Ève. Lors de notre siècle, je dis Ève, regarde ce qui m'arrive avec ces cons. Parce que là, je me sentais assez vexée sur le coup. Voilà, voilà. Donc, on en est là. Donc, je vais vous montrer en fait ce que j'avais fait pour eux. Comment je suis arrivée à me poser des questions de leur jus d'orange et ce qu'ils me demandent. Sachant qu'ils ont fait l'émission, pour vous donner un peu le film, et qu'à la fin de l'émission, ils disent, le concurrent qui se sentait moins contaminé, dit oui, mais finalement, ma machine est meilleure parce que le fait que mes peaux d'orange sortent séparément et non mouillées, j'expliquerai après pourquoi, fait que les jus d'orange ont moins d'impuretés. Attends, Coco, on ne parle pas d'impureté là. Je ne parle pas de poussière. C'est pas de la poussière, non, non. Mais dire impureté, c'est beaucoup plus cool. Ça ne fait pas fongicide. Les gens passent comme ça au-dessus. Et puis on dit quand même, oui, mais utiliser des oranges bio, c'est quand même mieux. Hein. Il y a certains concurrents qui font ça avec du bio. Ouais. Et clap.
Après, bien sûr, avoir vendu comment ça se développe dans les supermarchés, que les gens sont contents d'acheter un produit frais, que ce produit est génial, qu'il est frais, qu'il est fait à l'instant, et comment les industries investissent là-dedans, et comment des grosses boîtes qui vendent cette espèce d'automates partout dans les supermarchés. Voilà, et puis c'est tout. Et oui, vous ne pouvez pas le voir sur... je n'ai pas réussi à retrouver l'émission sur la replay, donc je ne sais pas si vous la retrouverez, mais j'ai eu du mal. Bon. Donc voilà, on en est. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai bien étudié le truc. L'ANSES en 2002 dit la chose suivante. Apparemment, des gens pressent des oranges chez eux. Est-ce que c'est toxique? C'est en 2002, hein? C'est juste hier. Et qu'est-ce qu'on regarde? Il se pose la question, et si on regardait ces jus d'orange, est-ce que c'est un problème? Et là, il te explique que un fruit qui est contaminé à LMR à 5 mg par kilo arrive à 17 dans la peau. Et oui, parce qu'on regarde le poids brut de l'orange par la peau. Et que si on le lave, on va descendre, et puis si on le presse, le jus, on va descendre encore un peu. Bon. Et après, ils réfléchissent, et si les jus étaient contaminés à la 5 mg de thiabendazole, on va obtenir quand même 60% de dose journalière pour les enfants, juste avec un produit. Sympa. Mais finalement, donc, c'est pas clair. Et il dit, surtout que la limite maximale a augmenté, on était à 5, là on est à 7. Hein. Et il conclut ça. J'ai copié tel quel. Si, comme indiqué, le taux de résidu décroît de 20 à 65% par lavage, il ne peut cependant qu'être recommandé de s'assurer que les fruits utilisés pour fabriquer des jus de fruits par pression du fruit entier ont été préalablement soigneusement lavés. C'est cool, parce qu'on parle de thiabendazole, celui-là se lave. Qu'est-ce que je fais de l'autre qui ne se lave pas? Ben, l'autre, on ne l'étudie pas. C'est la vie. Une évaluation plus précise de l'exposition nécessitant de disposer de données de contamination dans les jus d'orange obtenus selon le procédé de pression impliquant le fruit entier. En gros, on verra plus tard quand on aura le temps. Non mais, c'est vrai. Et donc là, je me suis retrouvée avec ce truc-là. C'est ce qu'ils m'ont filé. Ça et les données de l'étude qui allait avec. On me dit, regardez-moi ça, avec des chiffres, des colonnes de chiffres, triez ça et dites-moi si ça marche. Est-ce que c'est vraiment une différence entre les deux? Bon, donc on a un système. Le système A, il coupe l'orange en deux, avec le petit, il y a un couteau ici, elle est pressée comme à la maison, comme ça. Le système B, celui-là, l'orange tombe, et elle continue à tourner. Donc en fait, cette zone-là, d'accord, elle va être pressée par ça, et le jus d'orange va couler tout autour. Ok? Et ça va bien laver la peau de l'orange, pour être sûr. Après être lavé, elle est propre après. D'accord? Et on a le système maison. Parce que le producteur A dit, oui, mais moi, mes peaux d'orange sortent sèches. Donc, ça veut dire qu'elles ne sont pas lavées par le jus que vous allez boire. C'est moins pire. C'est moins pire, hein? Voilà. Donc, c'est de là que sont partis, en fait. Et j'ai repris tous mes études, tous mes calculs là, avec... moi, je ne savais pas comment faire, donc je me suis servi en fait de l'ANSES, l'étude qu'ils avaient fait à l'époque, pour essayer de l'extrapoler. Il y avait cette solution possible. Donc j'ai extrapolé ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut. On va regarder. Oui, c'est ça. J'ai extrapolé, là, les trois systèmes, d'accord? J'ai calculé les doses, combien on a obtenu, l'exposition habituelle, l'exposition plus le jus qu'on boit. Puisque dans l'étude de l'ANSES, ils me disent combien doit boire un enfant et un adulte, puisque sinon je ne peux pas fixer une dose. Mais si eux, ils me fixent une préétude, je peux m'en servir pour plus tard. Et j'obtiens la chose suivante, système B. Si on boit 220 ml de jus par jour, c'est ce que décide l'ANSES, moi je me sers de ce qu'il faut, on double la dose quand même, on passe de 1,2 de contamination, on mange 2 fois plus de pesticides avec ce produit-là, seulement. Pour un enfant, ça passe de 1,9 à 7. Sympa. Et il ne faut pas oublier qu'on travaille sur des oranges qui étaient proprettes, hein, parce que les oranges ont été testées avant et qu'elles étaient que 22% étaient à la limite de contamination maximale. Ça veut dire que si elles étaient toutes, on multiplie par 5. Ok, donc on avait des oranges pas trop mauvaises. 20%, 22 étaient à la dose maximale de résidus. Donc c'était pas mal. On peut donc bien augmenter la fois 5 tout ça. Donc 5 fois 5, 25. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on conclut? Oui, le système A, c'est-à-dire le système maison et le système qui coupe en deux, se contaminent moins. Oui. Mais en même temps, les gars, 85% des jus ne sont pas contaminés. Du tout. Donc on va comparer un système
de jus de fruits frais, d'accord, plein de pesticides, avec des jus de fruits de supermarché en ambiant ou en réfrigéré qui ne sont pas contaminés. À propos des avantages, c'est vraiment à discuter comme truc. Hein. Donc, 2, imazaline. Cette chose est liposoluble, donc elle ne se décolorera pas facilement. Donc, ce que vous lavez ou pas vos oranges n'aura aucune incidence sur le truc. Par contre, je pense qu'avec un peu d'acidité des oranges, ça devrait aller mieux pour décoller. Donc voilà, même film, même calcul, même de nouveau, je cumule de nouveau mes doses. Bah, là, c'est l'Excel, je passe en Excel. Et j'obtiens quoi? J'obtiens qu'on a 8% de la dose journalière admissible qu'on obtient, donc on passe de 6 à 8 si on boit le jus d'orange pour les adultes, mais on passe quand même de 10 à 17 pour les enfants. Pour les enfants, ça commence à le faire. Hein. Ensuite, bien sûr que moi, mes oranges n'étaient pas très contaminées. Elles étaient que à 38% avaient la limite maximale de résidus. Donc, elles étaient toutes au monde. Et évidemment, j'obtiens à nouveau que le procédé maison et le procédé coupon de l'orange est meilleur que le procédé que vous voyez partout, qui tourne, les oranges. Voilà. Quoi d'autre? Donc, c'est pour une consommation journalière de 220 ml. C'est quand même rare de consommer 220 ml de ce système B. Oui, mais tu prends un 500 quand tu l'achètes. Et puis, est-ce que ça vaut la peine de l'acheter? Parce que qu'est-ce que tu gagnes réellement? Tu vas gagner. Tu mets sur le marché un produit qui n'apporte aucun bénéfice santé, mais par contre est délétère et augmente plus la contamination. Ce n'est pas cohérent. Est-ce qu'ils ont testé ces machines avant de les mettre sur le marché? Qui est-ce qui est responsable du test de ces machines? Parce qu'on utilise des oranges qui ne sont pas prévues pour ça. C'est ça le problème de base. On ne s'est pas posé la question, parce que pourquoi pas, moi je n'ai rien contre les machines, mais dans ce cas-là, mettez-moi des oranges qui ne sont pas traitées après récolte. Point. Et auquel cas, on obtient un jus d'orange comme celui du supermarché. Donc c'est un problème entre la législation et l'usage. La législation s'adapte aux jus d'orange qui sont au supermarché et aux oranges qu'on doit payer à la maison. Et l'usage et l'économie fait que finalement, on obtient des choses qui ne sont plus dans la législation. Et comme en général, l'État va lentement et les industriels vont vite, il y a toujours comme un temps de retard comme ça. Sur quand même un pesticide qui est très controversé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai quand même regardé vraiment le site de la communauté européenne et j'ai fait une croix sur certains produits. C'est-à-dire, les pommes non bio, on oublie, parce que la probabilité que je les pèle complètement chaque fois en profondeur, c'est non. Je donnais à ma fille des mandarines, parce qu'il faut habituer les enfants à manger des fruits, n'est-ce pas? Puis il faut les habituer à les manipuler, parce que c'est bien tout ça, qui s'occupe de ça. Mais qu'est-ce que fait un enfant après? Après avoir opéré sa mandarine? Je le pousse. Exactement. Donc ça veut dire que ma fille, depuis ses 5 ans, parce que maman diète, maman travaille avec les fruits, de 5 à 9, elle a mangé des mandarines que je lui ai laissé peler pour s'amuser. Je les prenais en plus un petit peu pyjama, celle qu'on peut facilement peler. Et elle a mis les doigts dans la bouche après. Sympathique. Ça, je ne le connaissais pas. Donc pour les enfants, c'est vraiment un problème. Parce que l'enfant, il va gratter la peau. Il va la sucer. Et on n'est pas à 5, on est à 17. On est à beaucoup plus lourd en contamination. Donc depuis, c'est terminé. Box bio que je fais venir à la maison, et puis voilà. Au moins pour les produits que je sais contaminer. Tous ne le sont pas, mais il y a un certain nombre. Comme les pommes de terre. Pommes de terre en robe de champ, certainement pas. Parce que ça veut dire que je vais faire bouillir mon imazaline et mon thiabendazole dans l'eau et c'est moyen. Donc ça a changé vraiment mon mode de consommation et je pense que nous ne le savons pas parce que je viens quand même de l'industrie, de l'agroalimentaire, donc si ça ne me saute pas aux yeux, à ceux qui ne viennent pas de ce monde-là, ça ne saute certainement pas. Voilà. Donc conclusion. Conclusion 1. On a 3 points. 1. Ce sont des fongicides dont la nocivité est démontrée. Mais l'utilisation reste autorisée. Parce que l'État, c'est l'escargot là-bas. Le temps qu'il finisse, qu'il va y arriver, on en a pour 5 ans ou 10 ans. Ensuite, les nouveaux usages augmentent l'ingestion. Parce qu'il y a une différence entre le lobby des industriels pour les nouveaux usages et l'État qui est toujours en retard. Et enfin, on a des consommateurs qui sont peu informés, mais qui essaient de changer les choses, autant qu'ils peuvent. Et ça, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, là. Donc, pour nous déjà, parce qu'on va parler de nous avant de parler des autres.
Pour nous, je pense qu'il faut modifier nos modes de consommation de manière sensée. C'est-à-dire essayer d'éviter les produits les plus contaminés, autant que possible, ou du moins pour nos enfants. Parce que cette histoire-là est kilo-corps. Hein. On travaille sur poids, dose journalière admissible par kilo. C'est pas pareil quand on a 15 kilos, ou quand on a 70. Donc pour les enfants, c'est vraiment un sujet. Donner à un enfant une pomme non bio, pas vraiment, quoi. Parce qu'il va avec la peau du moins. Et sans la peau, on sait que ça pénètre, parce qu'il y a des études qui montrent que ça pénètre. Voilà, donc on peut changer pour nous. Pas de jus de frais pressé quand on ne connaît pas l'origine, quand on ne sait pas comment ils ont été pressés, quand c'est pas marqué bio dessus. Donc ça veut dire que c'est mort pour tous les jus frais pressés dans des environnements qu'on ne maîtrise pas. L'hôtel, le bar, le petit Perrier tranche, l'eau aromatisée avec des tranches de citron, ce genre de choses. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Moi, je tiens pas mal à ça, parce que je pense que nous avons un pouvoir d'informer les patients. C'est une chose que je fais toujours dans mon cabinet. Parce que les professionnels de santé, quels qu'ils soient, ils peuvent faire passer ce message auprès du patient qui est devant nous. Il y en a un, mais quand c'est une femme, c'est toute une famille. Et le jour où on dit à une femme, on lui explique ça, elle ne le fait pas remanger à son gosse. C'est mort. Elle va faire attention à toute la famille. Et finalement, petit à petit, elle va changer ce mode de fonctionnement autant qu'elle peut, autant que ses finances lui permettent. Mais elle va le faire. Donc, il va se passer quoi? Nous, on informe le patient informe sa famille. Il modifie ses choix. À l'instant où le patient modifie ses choix, il a modifié le marché. Parce que le marché, je suis une agroalimentaire à la base, il doit produire un produit qui sera acheté par une population solvable. C'est tout ce qui intéresse l'agroalimentaire. Solvable, c'est important. Hein? Donc, il faut que... C'est vrai, un jour, notre prof d'agroalimentaire, je m'en souviens, il nous a demandé à toute la classe, pourquoi vous produisez les aliments? Et plein de gens ont répondu, pour les gens qui ont besoin de manger. Et le gars a dit, non, vous produisez les aliments pour les gens qui sont solvables et qui peuvent les acheter. Ça m'est resté en tête, je fais ça comme ça. Ah oui, c'est vrai, merde. Donc, depuis le temps, ça ne passe pas, ce truc-là. Donc, on modifie les choix. Les jours où les consommateurs modifient les choix, le marché suit derrière direct. Parce qu'on le voit déjà exactement. On a maintenant parfois des oranges, c'est marqué sans résidus. Donc en fait, on a un vrai rôle en tant que professionnel de santé pour changer les choses. Même si c'est une petite goutte, c'est une petite goutte et encore une petite goutte. Et encore à la fin, une petite goutte. Et ça permet de vraiment modifier le marché. Et en modifiant le marché, l'offre agroalimentaire va changer. Parce que s'il y a 2% qui baissent sur l'achat, c'est la guerre, direct. Et donc, je viens de voir la semaine avant, juste avant le colloque, j'ai trouvé des tomates sans résidus, du jambon sans nitrite, avec une couleur bégeasse, voilà, du jambon sans antibiotiques, pas le même, mais bon, et ainsi de suite. Donc, nous pouvons modifier en fait, parce qu'il y a deux solutions, ou on modifie top-down ou bottom-up. Bon, top-down, ça ne marche pas, du haut vers le bas. C'est-à-dire espérer que le législateur fasse le boulot et modifie. J'y crois pas vraiment. Par contre, bottom-up, c'est possible. Parce qu'avec les réseaux et les informations et ce que nous, on peut faire passer comme scientifique, comme message, petit à petit, la population s'informe, change ses modes alimentaires. Et l'industrie change derrière elle. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Marie pour cet exposé éclairant. C'est vraiment très intéressant d'avoir travaillé, d'avoir partagé avec nous ton travail. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. C'est dommage d'ailleurs parce que je n'ai pas connu savoir, parce qu'on va avoir une réunion sur les perturbateurs endocriniens à Bordeaux. Et ça aurait été bien que tu puisses venir, mais je crois que c'est trop tard maintenant, parce que c'est dans une semaine. Alors cela étant, quand même, Marie, je pense qu'on médit à tort, on médit à tort les pesticides. Les pesticides, les fongicides ont trois actions. Désherbant, pénétration jusqu'à la mitochondrie, et février, la plaque de marbre sur laquelle il va nous recouvrir, c'est démontré quand même. Et puis donc, à la suite de ton exposé, moi j'imaginais la consultation suivante. Le patient arrive voir le médecin, ou toi, et dit, écoutez, là, depuis quelque temps, moi j'arrive pas, là, 5 fruits, 5 légumes par jour, moi les fruits j'ai arrêté. Qu'est-ce qui va m'arriver? Vous allez avoir une carence en pesticides.
C'est pas l'humour de Gérard. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot des fongicides dans le vin? Ah bon, c'est compliqué. C'est une boisson pour adultes, c'est jus d'orange les adultes. Oui, après, c'est voilà, c'est pas forcément ce que j'ai regardé, je pourrais regarder si besoin. Ce qu'on sait, c'est que les fongicides dans le vin, ils vont être introduits avant que le vin soit transformé en vin. Parce que si vous le faites après, vous ne pouvez pas, vous avez des levures qui vont transformer le vin. Pour passer du jus au vin, il faut des levures. Donc si vous mettez des fongicides, ça va se passer. Mais oui, c'est traité, le raisin est traité, oui. Mais ce qui me gêne, en fait, ce qui m'a gêné là-dessus, c'est que pour traiter, quand on fait une culture de certains raisins ou oranges ou pomme, qu'on traite pendant la récolte, c'est une chose. Parce qu'on dit oui, mais les rendements vont baisser si on ne traite pas, oui, mais on en fera moins, oui, mais donc on a moins d'argent, etc. Mais là, c'est pas ça. Là, on traite après. Donc c'est un choix sociétal. Nous avons choisi tous ensemble de faire les courses une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines pour acheter des produits qui ne vont jamais se transformer, qui sont déjà bons en fait. Parce qu'ils vont juste sécher sur la table. C'est ça que ça veut dire. Et donc, pour moi, ça me gêne encore plus parce que c'est pas de l'agriculture, c'est un choix sociétal. J'ai pas envie d'aller au supermarché. D'ailleurs, j'ai une patiente et elle fait du kéfir. Vous en pourrez vous en parler aussi beaucoup de ça et de l'effet sur la flore. C'est le vieux produit des pays de l'Est. C'est toujours bien. Et le kéfir. Un de ces jours, je t'en parlerai, c'est sûr. Voilà, le kéfir est quelque chose de très bien. Et du coup, je lui dis, elle me dit dans mon kéfir, je mets une tranche d'orange, de citron. On n'est pas obligé, mais il y en a qui font ça. Et je dis, vous le prenez bio. Mais non, voyons, si je le prends bio, il faut que je jette après, ça va se conserver. Donc je lui explique ça. Oui, mais mon citron, dans ce cas-là, c'est un je n'en ai plus. Je dis, mais attendez, vous voulez préférer quoi? Boire des pesticides ou jeter le citron à un moment donné? Il faut être logique. Vous mettez 3 tranches, vous pressez le reste, vous pouvez la semaine prochaine vous acheter un autre citron. Ou faire des courses 2 fois par semaine. Ou faire des courses 2 fois par semaine. Voilà, mais elle ne veut pas. Mais quelque part, elle était vraiment dans l'idée de la facilité de son emploi du temps. Et c'est donc le choix sociétal, le choix de fonctionnement. Donc je peux regarder pour les trucs, mais c'est pas rien. Est-ce que vous pensez que les derniers fongicides qui de la FAD, la deuxième partie de la chose? Je vais pas regarder. Parce que c'est compliqué d'être à la rapidité des industriels. Le temps que je regarde ça, il y a 5 études qui sortent. Donc hier soir, j'ai fait un cours pour voir ces 20 minutes qui est sorti, donc j'ai sorti la papier de la FAO. Mais il faut regarder au fur et à mesure, sachant que ceux-là sont assez... Marie? Oui. Ça marche. Oui. Donc d'abord, merci, bravo pour ce super travail de recherche. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je m'intéresse à ces histoires d'alimentation et de pesticides. Je vous recommande d'ailleurs à tous, j'ai le plaisir d'être le représentant pour le sud-ouest de l'association Santé Environnement France, ASEF. Allez voir sur le site de l'ASEF, vous verrez tout ça en détail et bien d'autres choses. Franchement, tous les documents sont téléchargeables gratuitement et je vous recommande de leur demander ou d'imprimer leur document fait pour les médecins sur les perturbateurs endocriniens. Alors pour compléter ce qu'a dit Marie, histoire de noircir le tableau au départ, vous savez ce que vous avez tous dans les urines ici, tous, 100%. Le glyphosate. Oui. Alors, il faut être vraiment conscient de la situation, et je pense que le plus important dans ce qu'a dit Marie, c'est à la fin ce qu'elle fait, c'est-à-dire des circuits courts. Parce qu'au départ de ta conférence, je me disais, c'est bien d'étudier les oranges, mais en fait, ça sert à quoi de manger des oranges? Les oranges, c'est un fruit qui pousse dans les pays chauds pour rafraîchir, et nous, on le consomme l'hiver au moment où il fait froid. C'est juste pas cohérent. Je ne parle même pas de l'empreinte carbone de ce fruit, à part quelques oranges qui poussent dans le sud-est de la France. Donc voilà, il vaut mieux trouver d'autres choses pour la vitamine C. Mais surtout, il faut savoir où on achète ses légumes, ses fruits, etc. C'est pas forcément bio d'ailleurs, ça peut être des choses, des petits paysans, ça peut être et surtout des circuits courts, parce que malheureusement sinon c'est de plus en plus problématique. Et effectivement, comme tu l'as dit, le pire c'est l'effet cocktail qu'on ne maîtrise aujourd'hui absolument pas. Et tout à fait, et les circuits courts, il faut savoir que dans ce cas-là, au moins on va s'arrêter à la moitié. Si on a un paysan qui est assez sensé dans sa production, au moins on n'aura pas tout ce qui est après récolte. On va faire l'économie de 50%, c'est pas si mal. C'est pas du bio, mais ça commence à s'améliorer, quoi. Je suis tout à fait d'accord sur les circuits courts. Et d'ailleurs, pour les oranges, le côté marrant, c'est... Vous savez comment ça a été inventé, le jus d'orange?
C'est après une tempête en Californie, ils avaient des oranges qui ne savaient pas quoi faire, ils ont inventé le jus. Et après, ils nous l'ont vendu comme produit santé. Mais effectivement, on n'a pas besoin. On peut trouver des vitamines C autrement dans notre vie de tous les jours qu'avec des oranges. Enfin, pour compléter ce que dit Eric, justement, comme c'est l'orange vient souvent d'Espagne, mais même d'Espagne, tu as des oranges bio qui arrivent. Es-tu sûr qu'il n'y a pas de produits dessus, de conservation? Alors, je suis sûre de rien parce qu'on sait que chaque pays a sa législation et que malheureusement, nous ne pouvons pas intervenir sur la législation de notre pays et que nous avons ce qui s'appelle une espèce d'équivalence de législation. En gros, moi je dis que c'est bio chez moi, toi tu dis que c'est bio chez toi. C'est pas le même bio, mais nous sommes d'accord que c'est bio. Ok? Donc en général, ce que je fais, j'essaie de prendre des produits bio français autant que possible parce que moi je me dis, je suis dans une seule législation à la fois et pas deux. Et en ce qui concerne les oranges, il y a eu un scandale avec l'Espagne parce que l'Espagne voulait qu'on ne marque pas sur les emballages les traitements après récolte. Donc il y a eu toute une crise de nerfs avec la communauté européenne pour les obliger à marquer quand ils traitent leurs oranges. Si c'est pas bio, Juste une info au propos du glyphosate quand même. On va mettre 10 ou 15 ans à démontrer que c'est un cancérigène. Et la plupart d'entre nous qui travaillons sur le microbiote, on ne sait pas que c'est un puissant antibiotique pour lequel Monsanto a arrêté le dépôt de brevets comme antibiotique. oui. Et nous avons tous, je fais partie des pisseurs involontaires du glyphosate, on a tous du glyphosate et ceux qui en ont le plus sont les enfants. Et on a des taux explosés chez les enfants qui mangent bio. Je vous laisse méditer. À propos de microbiote, juste un mot et j'arrête. J'avais fait une conf à Paris en mars, ils m'ont appelé des scientifiques de l'environnement. J'avais regardé tout ce qui est perturbateur du microbiote. Il y a ça, mais cette espèce de pesticide-là, il fait aussi ça, il perturbe le microbiote. Je ne l'ai pas dit parce que bon, c'était plus bas que le reste, le cancer, le reste. Mais effectivement, ça perturbe le microbiote. Mais il n'y a pas que ça, il y a énormément de perturbateurs du microbiote. Ce qui fait qu'in fine, on se retrouve avec un microbiote qui est totalement déréglé, d'où l'histoire du kéfir. Et malheureusement, j'étais à une réunion universitaire où il est encore dit et clamé très fort qu'on n'a aucune preuve que ces pesticides ont causé plus de maladies et plus de cancers. Voilà, on a des supputations, des allégations, on dit que oui, c'est pas bien, mais on ne peut pas recommander de manger bio parce qu'on n'a aucune preuve qu'on a plus de maladies. On a des cancers du côlon qu'on voit à 40 ans, qu'on n'a jamais vu normalement avant 60 ans, mais on n'a aucune preuve. Donc il n'y a pas d'études, et c'est encore le discours universitaire. Mais bon. Donc, en tout cas, merci beaucoup.